Le Jardin des plantes de Paris est depuis longtemps un lieu de promenade privilégié pour tous les amoureux des plantes et ils sont de plus en plus nombreux à venir ici pour les admirer. La beauté et la sérénité qui s'en dégagent nous procurent sans doute un sentiment d'apaisement dû au lien harmonieux entre l'homme et la nature. Mais au-delà du plaisir qu'elles nous apportent, combien d'entre nous savent que l'existence même de certaines d'entre elles repose sur le travail obscur de quelques passionnés. En France, ils sont une poignée d'hommes et de femmes à se consacrer entièrement à la cause des plantes rares ou menacées. Amateurs, professionnels ou scientifiques, ils tentent, chacun à leur manière, de préserver la richesse et la diversité du monde végétal, comme ici au laboratoire de phanérogamy du Muséum d'histoire naturelle de Paris, un bâtiment imposant où depuis 1935 les plantes ont trouvé refuge. Derrière ces portes, où n'entre pas qui veut, sommeille une partie du patrimoine végétal de l'humanité. Sur des dizaines de mètres, ces sarcophages de métal abritent la plus grande collection de plantes du monde. Certains appartiennent encore au domaine du vivant, d'autres ont rejoint les austères classeurs de ce sanctuaire végétal pour n'en sortir que le temps d'une étude. Jean-Claude Jolinon est le gardien du temple. C'est lui qui possède les clés de cet immense herbier, riche de près de 8 millions de spécimens. Cette collection exceptionnelle est le résultat de plusieurs siècles de voyages, de cueillettes, d'expéditions aux quatre coins du globe. Certaines de ces plantes ont connu les pharaons d'Égypte, d'autres les dynasties d'Amérique du Sud. Elles ont vécu sous un soleil tropical ou sur des parois enneigées. Prélevées par des mains expertes, elles ont été séchées, puis annotées, et ont ainsi pu traverser les siècles à l'abri des outrages du temps. Méticuleusement archivées, elles n'ont rien perdu de leur particularité et de leur structure et constituent un témoignage unique sur l'évolution de la planète. Un herbier, c'est comme un jardin sans hiver où à n'importe quelle époque de l'année, on peut voir des plantes en fleurs. Eh bien, en fait, un herbier, c'est ça. Un herbier, c'est vivant, c'est dynamique. Et il faut se dire que dans ces casiers où on trouve des plantes sèches, eh bien, ces plantes, en fait, elles ont été récoltées en fleurs. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut les voir. C'est autour du travail d'un botaniste français, Sébastien Vaillant, que s'est constituée au XVIIIe siècle la base de cet herbier, devenu, grâce à l'apport de nouvelles collections, le plus grand du monde. 290 000 espèces sont ici représentées sur les 320 000 recensées. Le séchage des plantes est utilisé depuis l'aube de l'humanité, mais la technique de l'herbier date de l'invention du carton et du papier. Aujourd'hui encore, cette technique artisanale reste la seule qui assure une conservation quasi parfaite. Pour le professeur Morat, qui dirige le laboratoire de phanérogamy, aucune autre technique ne pourra le remplacer. On a essayé la lyophilisation, on a essayé certaines dessiccations au micro-ondes, etc. Ça paraît marcher dans certains cas, mais ça détruit les structures internes. Donc ça ne marche pas aussi bien que l'herbier classique, et qui, ma foi, à mon avis, marchera pendant encore longtemps. Pour preuve, cet herbier, le plus vieux du laboratoire, qui date de 1558 et fut l'œuvre d'un médecin lyonnais, Jean Giraud. Encore aujourd'hui, il a conservé toute sa richesse. Mais l'herbier n'est pas qu'une collection de plantes séchées. La principale activité du laboratoire de phanérogamy est de faire revivre ce monde végétal comme le fait quotidiennement Michel Lescaut. Pour que cette résurrection ait lieu, il suffit d'extraire un échantillon de la plante et de l'humidifier. Plongée dans l'eau chaude, la plante retrouve en effet son aspect originel, celui qu'elle avait à l'état vivant. Grâce à cette opération, elle peut être de nouveau étudiée. L'analyse de la structure d'une plante va permettre de déterminer son profil, de la distinguer et de la classer le plus précisément possible.
C'est au travers du microscope, de l'infiniment petit, qu'une partie des clés de nos origines sommeille. Cette découverte d'un monde oublié, enfoui dans les fibres de quelques fleurs, procure un enchantement visuel permanent. On ne peut pas vraiment dire que l'herbier est vivant, mais on peut dire qu'il a conservé toutes les structures du vivant. C'est-à-dire que l'on peut encore faire beaucoup d'études de biologie sur les échantillons d'herbier, ou des études de morphologie. Ce travail d'observation aboutit parfois à des applications inattendues. Il y a quelques années, l'étude des nervures d'une feuille retrouvée dans les poches d'un suspect a permis de résoudre une enquête policière. Madame Lescaut, bonjour. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Vous avez eu le temps de faire quelque chose depuis? Les études menées ici permettent non seulement de mieux comprendre la nature et de la protéger, mais débouchent également sur de nombreuses applications directes. En médecine, en pharmacologie, en climatologie, sans oublier la création de parfums et de produits cosmétiques. J'ai fait la clé des tribus aussi. Bon, un herbier, si vous voulez, même s'il a été étudié 20 fois, il est toujours réétudiable. Et selon des techniques modernes qui restent à inventer. Si on avait jeté les herbiers au début du siècle, sous prétexte qu'on avait découvert déjà les grosses loupes et même le microscope, on serait bien peiné maintenant de pouvoir appliquer sur ces échantillons disparus toutes les techniques modernes de microscope à balayage, microscope à transmission, les techniques de phytochimie, les techniques de cariologie qu'on a découvert peu à peu et où on avait besoin, bien entendu, de matériaux qui avaient déjà été étudiés mais qu'on réétudiait. Donc un herbier, ça croît toujours, c'est comme une bibliothèque, on ne peut jamais dire qu'il maintenant il est fini, il est complet. La fragilité des plantes séchées nécessite de les protéger de l'humidité et de toute agression extérieure. Chaque nouvel arrivage fait ainsi l'objet de nombreuses précautions. Tout ce qui rentre dans ce bâtiment, tous les herbiers nouveaux ou anciens qui ont été à l'étranger, qui sont de retour, vont passer dans ces cellules pendant quelques heures. Ils vont être traités avec du gaz, du bromure de méthyle. Pour ce faire, on fait d'abord le vide, ensuite on injecte le gaz et pendant 3 ou 4 heures, eh bien, les échantillons vont se trouver en contact avec ce gaz. Ce gaz va détruire les œufs, les larves et bien sûr les insectes volants. C'est absolument indispensable pour la pérennité de l'herbier. D'ailleurs, nous avons eu de très graves ennuis dans les années 80, des plantes sèches qui avaient été empruntées par un chercheur du laboratoire étaient infestées de l'azoderme du tabac et les larves se sont répandues absolument dans tout l'herbier et à ce moment-là, eh bien, il a fallu prendre des mesures qui s'imposaient et nous avons eu cette installation. Mais derrière cette technologie indispensable à la préservation des collections, la technique de l'herbier n'a pas changé depuis des siècles. L'étiquetage et le collage en font partie. C'est grâce à ces planches, assemblées méticuleusement à la main, que des études pourront être menées dans les temps à venir. Autre tradition immuable, le dessin. Depuis l'origine des herbiers, il reste le seul moyen fiable de représentation, mieux que la photo. Il permet de fixer avec précision les caractéristiques de chaque plante, leur forme, leur nervure, et de les différencier les unes des autres. Cette diversité de la flore, cette richesse et cette complexité du monde végétal n'a pas fini de fasciner Aline Reynal, botaniste de renommée mondiale. Chaque cellule d'une plante, chacune de ces cellules minuscules, fonctionne fondamentalement comme chacune de nos cellules à nous. Mais cette unité qu'il y a dans tout ce qui est vivant, c'est encore quelque chose que je trouve admirable, c'est étonnant. Si vous pensez que la moindre des cellules de ma peau respire exactement comme fonctionne comme respire la moindre cellule d'une plante. Et le noyau d'une cellule de plante est construit comme le noyau d'une cellule d'un animal.
Il n'y a pas de différence. Et à côté de ça, la plante est capable de fonctionner comme aucun animal ne le peut, puisqu'elle est chlorophyllienne, elle peut produire de l'oxygène, alors que les animaux en sont tous incapables, elle fabrique ses propres sucres, alors que les animaux en sont incapables. Vous voyez, il y a cette diversité et en même temps cette unité. La richesse et la diversité des collections du laboratoire de Fanerogami en font un rendez-vous incontournable pour les botanistes du monde entier. Chaque année, près de 300 chercheurs viennent à Paris pour y retrouver trace de l'histoire végétale de leur pays. Pour eux, chaque plante est l'occasion d'un voyage à travers le temps, par-delà les mers et les océans. Car l'herbier possède des échantillons de plantes venus de tous les continents, récoltés au cours d'expéditions lointaines dans les endroits les plus reculés de la planète. Notre métier est un métier de terrain avant tout, je l'estime. C'est un métier où l'information se glane sur le terrain, elle est vérifiée en herbier et ensuite, bien entendu, mise en données accessibles au public sous forme de flore synthétique, monographique ou autre. C'est-à-dire que je pense que les botanistes qui ont travaillé sur le terrain, quand ils revoient leurs plantes, effectivement, ils s'imaginent à tel détour de sentier. Tandis que moi qui ne suis pas allée sur le terrain, je suis simplement botaniste de laboratoire, je survole au contraire les continents, mais à l'intérieur du labo. Le travail qu'on fait en laboratoire sert essentiellement à apporter des preuves objectives pour démontrer ce qu'on a perçu intuitivement sur le terrain. Le nombre de plantes existant sur la planète est énorme. Il y a 250 000 espèces différentes, c'est quand même colossal. Et on n'est renseigné que sur un très petit nombre de ces plantes-là. Au point de vue de leur composition chimique, on a peu d'informations. Il y a donc beaucoup de choses à découvrir. Ce qui est certain, c'est que le nombre de substances chimiques conservées dans les contenues dans les plantes est infiniment plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer, nous qui sommes très, très fiers de nos connaissances chimiques actuellement. Nos connaissances chimiques sont très faibles à côté de ce qui existe dans la nature végétale. Mais la nature est une œuvre d'art achevée, une œuvre d'art parfaite. Et tout ce que nous pouvons appeler œuvre d'art humaine ne sont que des tentatives pour donner une idée de la nature. Sur les 320 000 espèces de plantes existant sur la planète, plus de 20% restent à découvrir et à collecter. Aujourd'hui, des botanistes parcourent le monde à la recherche de ces spécimens rares qui, un jour peut-être, viendront enrichir les collections de ce sanctuaire de la botanique. C'est à Pleurtuis, près de Saint-Malo, que Jean-Pierre Joliveau s'implique à sa manière dans cette lutte pour la sauvegarde des plantes oubliées. Pour cet ancien couturier, le métier de pépiniériste est devenu une véritable profession de foi qui le conduit à parcourir inlassablement sa région. Depuis 10 ans, il consacre toute son énergie à essayer d'introduire des plantes rares dans le jardin de ses clients. Ces gens nous ont contactés au printemps, avaient a priori des difficultés à construire leur jardin. Et on leur a proposé des solutions pour justement avoir des plantes qui correspondent au climat déjà, parce qu'on est tout près de la mer est juste derrière. Quand il y a du mauvais temps, il y a des embruns qui viennent jusqu'ici, donc évidemment une sélection de plantes qui résistent au sel, aux embruns, etc. Et après, il faut discuter avec les gens pour leur faire comprendre un petit peu l'âme du jardin. C'est-à-dire pas spécialement chercher des fleurs, mais chercher des plantes qui vont correspondre aux besoins du jardin, au mouvement qu'il y a besoin d'avoir suivant les endroits, le graphisme, les feuillages, les parfums, etc., etc. Je suis pépiniériste avant tout, et c'est finalement une déformation de venir dans les jardins plantés.
C'est simplement parce qu'on veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire on produit des plantes, on connaît un petit peu leur utilisation, et puis c'est une façon d'aider les gens à les utiliser de façon correcte, que ce soit des graminées, des arbustes, des vivaces, des bulbes. C'est vrai qu'il faut connaître un petit peu tous les critères de la plante. Elle pousse quand, elle fleurit quand, elle disparaît quand, et de cette manière pouvoir associer des végétaux les uns aux autres. Et que le jardin, là on est au mois de novembre, il est tout jeune ce jardin, mais il y a déjà il y a une ambiance. Oui, là on a des géraniums qui viennent d'Afrique du Sud, qui sont des géraniums pulchrum argenteum. On a un astélia, là, la feuillage gris derrière, qui vient de Nouvelle-Zélande. On a des miscanthus qui viennent d'Asie, des panicums qui viennent d'Amérique du Nord, des phlomis, là-bas derrière, les feuillages et les fleurs jaunes, qui viennent du bassin méditerranéen. Et puis des plantes horticoles aussi, comme ces verveines qui ont fleuri tout l'été. Des sauges qui sont mexicaines. Oui, il y en a de partout. C'est la diversité, hein, les jardins. À Saint-Médouard-des-Ondes, face à la baie du Mont-Saint-Michel, Jean-Pierre a obtenu carte blanche pour aménager un potager dans le parc d'un hôtel-restaurant en collaboration avec Alain Nicolas, le jardinier. Ah bah dis donc, il a gelé ou quoi? Non, regarde, le cœur, il est encore vert. Ah ouais. Donc c'est tout à fait normal. Ouais, tu les tailles, c'est Ouais. moche là. J'ai vu que tu avais préparé toutes les poches avec les troncs là, c'est bien. Ouais. Ouais, il n'y a plus de la terre à mettre et puis on a d'ici une quinzaine de jours à peu près. On va faire La ça. terre, ouais, quand tu veux, on plantera au printemps n'importe quand maintenant là-bas. Ah ouais, c'est vraiment saccagé. Dis donc, il tient la route hein, le potager, parce que là en novembre, il est encore bien vert hein, quand même. Tu l'as désherbé là? Ouais, pas tout entièrement, mais ça. Tiens, regarde les petits géraniums qui se Ça ressèment là. encore bien, ouais. C'est un hôtel-restaurant avec un parc de 3 hectares dans lequel on est en train d'expérimenter plein de choses au niveau du potager, de toutes les espèces qu'on peut trouver et qui peuvent pousser dans un endroit tel qu'ici parce qu'on est sur une falaise, la mer est juste derrière nous. Et on a très peu de terre, il y a des vieux conifères, il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de zones sèches. Et on teste beaucoup de plantes, on installe des pulmonaires, des épimédiums, des euphorbes, des graminées, toutes sortes de plantes qui peuvent s'installer dans ce genre de situation. Les herbes, l'hysope, le thym, le cerfeuil, le fenouil, la ciboulette, le persil, toutes les aromatiques qu'on utilise dans la cuisine, qui sont produites ici, dans le jardin même de l'hôtel. Là, le persil d'Écosse, là, il jaunit, c'est normal. Il fait repartir au printemps, quoi. Il va perdre toutes ses feuilles, quoi, non? S'il fait froid, oui, autrement il va garder un peu son feuillage comme ça, jaunissant tout l'hiver et on le rabat au printemps. Mais s'il fait très froid, les feuilles vont devenir marron et vont se coucher au sol. Mais c'est comme le persil commun, quoi, non? Ça dure 2 ans, il monte. Non, il est après, vivace, celui-là. c'est un vivace. Il fleurit chaque année, mais il est vivace. Puis c'est tout ici dans le potager, parce qu'avant c'était un potager très banal, hein, je veux dire, il y avait un rang de patates, un rang de machin, enfin un potager qu'on voit partout, puis là les gens ils sont là, ils se baladent, et puis ils sont là, puis ils sont... Hop. C'est sympa, ça sent bon, puis ils se baladent vraiment, ils se promènent, quoi. Puis c'est pas le rang, alors ils se prennent par là, il y a la femme qui est là-bas, viens voir par ici, c'est super, les gens s'intéressent vraiment, quoi. On amène toujours quelques légumes un peu curieux pour surprendre les gens et puis aussi pour faire découvrir à Monsieur Rollinger des espèces de plantes qu'il ne connaît pas et qui peuvent être utilisées dans la cuisine, comme le mertensia, la fameuse plante huître là qu'il a découvert et qu'il utilise maintenant dans l'un de ses menus. Alors ça c'est superbe, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail en commun. Toutes les plantes que j'en viens de nous ramener, je connaissais aucune, hein, de toute façon. On découvre même les noms, j'ai du mal pour l'instant. Bon, à force, je m'y fais, quoi. Mais on met des étiquettes. Je crois. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est pas des plantes qu'on voit partout, quoi. Mais c'est vrai que ça a un charme, c'est différent. Hein. C'est super, quoi. Internet est devenu un outil de communication indispensable au métier de pépiniériste. En surfant sur la toile, Jean-Pierre peut se procurer de précieux renseignements sur des plantes rares qu'il recherche et obtenir des graines provenant de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou du Chili. Il y a quelques années, cette passion
l'a conduit à mener une expédition en Sierra Nevada, au sud de l'Espagne, pour collecter une plante rare et menacée, le géranium casorlens. Nous avons suivi les traces de Heywood, Vernon Heywood, qui est un botaniste anglais, qui l'avait vu en 1946. Donc nous avons repris tous les écrits en latin qu'il avait faits et nous sommes repartis sur ces traces à trois avec un scientifique et un médecin passionné de géranium. Et nous avons gravi la Sierra Nevada, nous sommes montés au Pico Veleta à plus de 2000 mètres d'altitude pour le voir. C'est une plante qui, au niveau esthétique, si vous voulez, ne va pas faire vibrer le grand public. Mais au niveau botanique, c'est une plante qui est réellement menacée. Donc quand on l'a vue, on est tous tombés à genoux, on s'est mis à quatre pattes à la regarder. Et c'était une émotion absolument sensationnelle, étrange, transcendante qui nous a vraiment envahis. C'est un grand bonheur, un très très grand bonheur. Cet amour du monde végétal, Jean-Pierre la doit en grande partie à cet homme, Jean Poligné. Ça fait des boutures de l'Asméninas là? Ouais, j'en ai réussi, mais presque rien. Ouais, il est chiant. Ouais. Oh, il n'est pas facile du tout. Ouais. Et t'en as eu des semis? Non, jamais. Non. Jardinier depuis toujours, il cultive plus de 2600 espèces et variétés de plantes dans sa pépinière à Plouer-sur-Rance. Je me suis installé en 62. Et en 62, c'était l'hiver le plus important qui ait jamais existé, puisque c'était celui qui a duré 3 mois. Alors là, ici, il a gelé jusqu'à moins 17. Et par contre, après cet hiver, ça a été exceptionnellement un printemps superbe. C'est celle-là la campanule que tu m'as donnée l'autre fois? Ouais, ouais. Elle est en fleurs depuis... Chez Laris, ouais. Oh là là, là c'est une Il y merveille a la ça. blanche à côté. Ouais. Elle a l'air plus basse en fleurs, non? Même étant jeune, c'est vrai, je l'avais déjà, cette passion. Mais c'est après, quand je suis parti en Afrique du Nord, où j'ai vagabondé dans toutes ces montagnes. Et c'est là que j'ai vu quand même que la nature était belle. Malgré que là-bas, c'est sûr, ça dure une saison qui est courte, mais c'est tellement beau au printemps quand même. Il m'a appris l'humilité par rapport au travail des plantes, c'est-à-dire que les plantes, elles sont pas, on ne se les approprie pas, on essaye de les aider au contraire à se multiplier, c'est tout. Il faut être très humble devant ce travail. Ce qui m'a appris aussi, c'est l'authenticité du travail, c'est-à-dire respecter les plantes, travailler avec les saisons, semer au bon moment, bouturer quand il faut. Moi, je l'ai regardé, vous savez, hein, je ne suis pas passé à côté de lui sans regarder ce qu'il faisait. Moi, c'est principalement ça, mon truc. Hein. C'est tout ce que la nature peut nous donner, je l'aime. Hein. Cette expérience acquise sur le terrain, Jean-Pierre la met aujourd'hui en pratique pour multiplier des plantes peu courantes, il est beau. grâce à la technique du bouturage. La bouture, c'est un procédé de multiplication végétatif. C'est-à-dire que là, on a une sélection dans les érodiums qui s'appelle Franz Choice, qui est une obtention écossaise. On va la multiplier à l'identique, c'est-à-dire faire un clone à partir de cette plante. Et en faisant ça de manière végétative, on a donc la même plante qui est reproduite. Ce qu'il faut faire de façon végétative, c'est toutes les sélections, les hybridations et les formes particulières. Pour les conserver, il faut les bouturer. Et la plante, elle est bien verte, bien belle. On commence par la mettre plus courte. Une fois que c'est nettoyé, il y a différentes techniques. Moi, je rassemble tout et je coupe. Voilà. Après, je redescends un petit peu comme ceci, chez pointe. Voilà. On enlève un petit peu les petites choses comme ça. Alors là, la section est ici, l'enracinement va se faire là. Alors pour le faciliter ici, je vais couper un petit peu en biais pour avoir plus de surface. Je fais juste un petit peu à l'eau pour enlever. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à disposer
nos petites boutures. Voilà. On les prend une à une juste à côté pour pas que ça se touche, de façon à ce qu'après, quand on va les repiquer, on n'ait pas les deux débuts d'enracinement qui se mélangent. Et on espère que dans un mois et demi, un mois et demi, elles se seront enracinées et réussies à 95%. Donc là, au bout d'un mois et demi, on va voir s'il y a de la racine. Alors je lève avec mon couteau la plante et on va constater que l'enracinement est fait. On pose délicatement, on maintient sans trop forcer, on rajoute un peu de terreau de part et d'autre et on la met en culture. Voilà, on la pose comme ça dans ce qu'on appelle une plaque de distancement. Et c'est peut-être un petit peu utopique ou un petit peu, je sais pas, peut-être prétentieux de croire qu'on va sauver le monde en créant des hybrides. Mais pourquoi pas? C'est une façon de conserver notre patrimoine végétal en créant des hybrides. Et s'il y a plein d'érodium dans les jardins, moi je suis content. Des plantes rares et menacées, on n'en trouve pas seulement à l'autre bout du monde. À Quimper, dans les Côtes-d'Armor, Sylvie Magnanon, botaniste au Conservatoire de Brest, est venue convaincre représentants de la municipalité et journalistes de la nécessité de protéger une plante endémique du massif armoricain. Je suis venue la semaine dernière parce qu'il y a 2 ans, on a repéré le long des quais verticaux quelques pieds de cochléaires des estuaires. Donc je ne les ai pas revus la semaine dernière là, par contre il y en a juste plus loin, donc en prenant le sentier piéton là, on va les voir, ouais. Et puis on va voir les problèmes de conservation qui se posent. D'accord. Bon, donc c'est cette espèce que vous voyez en fleurs là, les petites fleurs blanches qu'on a ici, ouais. C'est donc la cochléaire des estuaires, donc qui est une espèce protégée par la loi sur l'ensemble du territoire national, sur toute la France, parce que donc c'est une espèce qui dans le monde n'est connue qu'en Bretagne et un petit peu au Pays Basque, très peu au Pays Basque. Elle est en pleine période de fructification, on va dire au mois de mai, fin mai. Donc dans tous les cas, s'il y avait une fauche, il ne faudrait pas que la fauche intervienne avant le mois de juillet. On est venu avec des représentants des services techniques de la ville de Quimper qui ont en charge la gestion de cet espace. Parce que comme il y a une espèce rare et protégée, eh bien, il faut absolument prendre en considération la présence de cette espèce-là dans les aménagements qu'ils vont faire. Et donc le but, c'est déjà de les informer de la présence de cette espèce, qu'ils apprennent à la reconnaître et puis qu'ils comprennent un petit peu l'enjeu en matière de préservation et qu'ils essayent de traduire ça dans leur technique d'entretien de l'espace. L'autre, non. C'est la même forme? C'est la même forme. Ils ont moins la forme de cœur. Voilà. Sauf que là-bas, en fait, on avait donc un fruit qui était séparé en deux, ce qui donnait une impression de cœur. En fait, ça fait vraiment un fruit en cœur. Et là, c'est plutôt un fruit en forme de poire. Bon, mais ça, même, de toute façon, en tous les cas, la distance est faible et on s'aperçoit qu'il y a des individus intermédiaires entre la cochléaire des estuaires pure et la cochléaire des Anglais pure, avec donc des risques, ça veut dire des risques d'hybridation, et que peut-être qu'on peut perdre aussi les parents purs de l'espèce par hybridation. Nous, on fait régulièrement ce genre d'opération, pas assez souvent, ça prend du temps, et puis c'est souvent nous qui prenons un petit peu les devants, et on le fait souvent pour des espèces vraiment extrêmement rares, alors que c'est vrai qu'il faudrait le faire finalement au moins pour toutes les espèces protégées par la loi, et pour toutes les espèces plus ou moins menacées ou menacées à un titre ou à un autre. Là, ce que j'espère qui va se passer, c'est que là où il y avait des traitements herbicides, les traitements herbicides vont être arrêtés. Là où les pareuses passaient et venaient éventuellement effleurer les cochléaires, eh bien, elles passent un peu plus haut et elles ne viennent plus effleurer les cochléaires. Et puis qu'en matière d'aménagement et de réaménagement des quais, puisque là on a vu qu'il y a des travaux qui sont en cours, eh bien, les travaux vont réellement prendre en considération la présence de la plante.
Le Conservatoire botanique de Brest est l'une des institutions les plus actives en matière de défense et de préservation de la flore. Créé en 1975 à l'emplacement d'une ancienne carrière, cet endroit est devenu un parc de 24 hectares consacré au sauvetage des plantes menacées de disparition. Ici, le conservatoire cultive en plein air des plantes venues de toutes les régions du monde qui se sont adaptées aux conditions particulièrement favorables du climat breton. Chaque année, 300 000 visiteurs viennent découvrir ce jardin extraordinaire où jardiniers et botanistes s'emploient à faire cohabiter plantes ornementales et espèces en danger d'extinction. Ce conservatoire a vu le jour grâce à la détermination de Jean-Yves Le Souef, fils de pépiniériste et botaniste passionné, qui s'est donné pour mission de sauver une partie des 40 000 espèces menacées sur la surface de la planète. Là, on essaye de sauver les plantes qui sont en limite extrême d'extinction. Et là, on utilise beaucoup plus, peut-être à 90 ou 95%, les moyens de conservation par la culture, quoi. C'est plutôt un espèce de SAMU de plantes, hein. C'est dans ces congélateurs, véritables coffres-forts de la botanique, que sont stockées les graines provenant de plantes menacées ou en voie de disparition. Dans ces flacons sommeillent les dernières chances de survie d'une partie de notre patrimoine végétal. Ces graines peuvent être conservées pendant des centaines d'années, à condition de les surveiller de près. C'est le rôle de Catherine Gauthier, grainetière au conservatoire. Avec une application toute maternelle, elle vérifie régulièrement la santé de ses embryons grâce à des tests de germination. Depuis 200 ans, plus de 70 espèces végétales ont définitivement disparu et une vingtaine ne survit plus qu'en culture, comme le Cylindrocline lawrencei, arbuste de l'île Maurice dont il ne reste qu'un seul pied et une dizaine de graines ici, au conservatoire. C'est des graines qu'on a eues au départ et qui sont toujours là. C'est vrai qu'on n'y touche pas parce qu'il y en a très très peu. Tant qu'on n'arrive pas à avoir des graines en haut et que ce pied se maintient, bon, ça c'est là, c'est très très précieux. S'il n'est pas en Amérique du Sud ou dans l'océan Indien, pour sauver une plante au bord de l'extinction, Jean-Yves Le Souef se rend dans cette serre transformée en hôpital du monde végétal. Ici, il retrouve ses protégés et leur prodigue des soins attentionnés avec l'aide de Jean-Luc Autrey, jardinier chargé des cultures. Hein, Jean-Luc ? Oui, d'accord. On va essayer de voir ça, mais c'est juste, hein, parce que les... Plus bas, quoi. Et plus loin, dans la racine, pour que chacun ait sa part. Hein. Plus bas, alors. Oui. Il y a 2 ans, j'ai ramené ça du Chili. Et les Oshegavia sont en général très localisés. Au Chili, c'est un genre endémique du Chili. On pensait qu'il y avait 3 espèces. En fait, il y en a peut-être 8, 9, 10, on ne sait pas très bien. Ils présentent un grand intérêt parce qu'il y a une évolution du genre qui est la plus active connue dans tout le cône austral. Tu penses que ça va repartir, ça, quand même? Ça va repartir. Ah oui. Ouais. Il suffit de couper les feuilles du tour, quoi, les grandes feuilles. On fait une fécondation croisée parce qu'ils ne sont pas dioïques, ils sont mâles et femelles sur le même pied. Et on va obtenir des graines, ça c'est certain. À ce moment-là, bon, on a le début d'une population, quoi. Et voilà un tipi. Là c'est solide maintenant. C'est pas le même âge. Ça pourrait être la même chose, mais ce n'est pas la même chose, effectivement. Ça demande beaucoup d'attention parce que les plantes sont souvent réduites à quelques individus dans la nature et quelques individus ici, puis c'est tout, généralement, en tout cas très souvent. Donc on ne peut pas se permettre de perdre un seul individu. J'enlève un anneau d'écorce. Donc c'est pour
bloquer la sève élaborée pour obliger le plant à fabriquer des racines. J'apporte également un peu d'hormones, des auxines de synthèse, qui aident à la rhizogénèse, à la fabrication de racines. Ensuite, je remplis le sac de tourbe. Il faut quand même la tasser un petit peu. Et ensuite, je referme le sac. La tourbe est assez favorable à la synthèse, à la fabrication des racines, du fait de son acidité. Mais c'est marrant parce que le marcottage, c'est une technique, sûrement on doit s'en servir encore dans les jardins botaniques, j'imagine, mais ce n'est plus une technique industrielle parce que c'est plus rentable du tout, quoi. Pour les noisetiers peut-être encore. Le marcottage en CP. Je ne sais pas s'ils le font beaucoup, hein. Ça revient beaucoup plus cher. Et voilà, c'est fini. On va attendre de voir des racines. On devrait les voir se développer et arriver à la périphérie du sac, à la périphérie de la tourbe. Et ensuite? Ensuite, nous allons donc sevrer la marcotte en la coupant et la planter donc dans un milieu approprié. C'est quand même plus facile de couper un morceau plutôt que de faire ça. Ça passe quand même un temps beaucoup plus important. Nous, c'est pas le problème. Il nous en suffit de doubler déjà. On doublerait le nombre de ces plantes, ce serait bien. Il y en a 5 ici. On en ferait des copies mettons 2 copies de chaque, ça ferait 10. Dans la nature, il y en a 8. C'est tout, quoi. Parfois, c'est vraiment très petit, très très petit. Là, vous avez la sagine d'Écosse, Sagina boydii. Alors, c'est microscopique. C'est une plante éteinte. Ça, c'est une plante éteinte. Et c'est vraiment un coup de chance qu'un amateur au siècle dernier, il y a 120, 130 ans à peu près, l'ait mis en culture parce que ça a disparu quand même. Et le Coronopus, il va bien en fait. Tu l'as vu, il est impeccable. Tu l'as revu là? Si, il a levé ici. La survie de certaines plantes peut ainsi dépendre du hasard, de la solidarité humaine, de la réussite d'expéditions minutieusement préparées ou de graines retrouvées dans un herbier vieux de plusieurs siècles. Mais qu'elle soit grande ou petite, belle ou quelconque, chaque plante a droit à la même attention. Dans l'ordre de la nature, elles sont toutes égales, leur richesse ne provenant pas de leur aspect extérieur, mais de leur particularité. Pour favoriser le développement de plantes venues de pays tropicaux, le Conservatoire a recréé dans 4 serres différentes les climats adaptés à chacune d'entre elles. Dans cette mini-forêt tropicale ouverte au public, ces plantes, dont certaines n'existent nulle part ailleurs, ont trouvé un havre de paix à l'abri de l'activité humaine, dans l'attente d'un éventuel retour dans leur milieu d'origine. Alors la plante que je vous montrais, elle se trouve ici. Elle a un nom un peu bizarre, hein. Elle s'appelle la Cylindrocline lawrencei. Et cette plante-là, elle vivait dans les forêts de l'île Maurice. Les habitants là-bas ne lui voulaient pas du tout de mal. C'est une plante qui ne servait à rien. On la mangeait pas, on faisait rien avec, elle vivait là tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'île Maurice, on a commencé à cultiver du thé et de la canne à sucre. Alors qu'est-ce qu'il faut quand on veut cultiver du thé et de la canne à sucre? De la place. De la place. Alors c'est quoi la place? Bah, on appelle ça comment? Un endroit. Un endroit où on cultive des plantes, c'est un jardin. Jardin, ou mieux que ça, un champ. Ouais, Dans l'île Maurice, il n'y avait pas de champ, il y avait des forêts.
Alors qu'est-ce qu'on a fait pour avoir des champs? On a cassé les arbres. On a cassé les arbres. Ils ont coupé les forêts pour installer des champs. Cette plante-là vivait dans les forêts, alors qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a coupé. On l'a coupée, elle a disparu. Alors dans la nature, cette plante-là avait disparu à Madère parce qu'elle était tellement belle que les gens l'arrachaient. Et à force de l'arracher, eh bien, ils l'ont fait disparaître. Quand on a su que cet arbre était en train de mourir dans son pays, on a été le rechercher. Et là-bas, on n'a retrouvé que 3 arbres. Et ça fait ça. On a fait 4 boutures. Et sur les 4 boutures, on en a que 2 qui ont poussé. Au bout de 7 ans, ils ont fait des fleurs, mâles d'un côté et femelles de l'autre. Nous, on a joué au papillon. C'est qu'on a pris un pinceau, on a ramassé le pollen sur la plante mâle, on l'a mis sur la plante femelle, et ça nous a donné des fruits. Alors voici les fruits. Et vous voyez qu'il y a des petits morceaux, un peu comme une citrouille, un peu comme une orange, il y a des quartiers à l'intérieur. Et dans chacun de ces morceaux, on va trouver une graine. Alors nous, on a eu des graines qu'on a semées, ça nous a donné plein de plantes. Et qu'est-ce qu'on a fait de toutes nos plantes? On en avait 2000. Vous en avez envoyé à son pays original. Voilà, on les a ramenés à La Réunion pour les replanter dans leur pays. D'accord? On laisse les forêts tropicales, on retourne en Bretagne? J'aurais pu choisir au départ de le faire dans un espace fermé, comme les stations de recherche. On aurait pu faire des conservations et sauvetages aussi bien, mais l'information du public est essentielle. Il nous faut communiquer pour obtenir l'adhésion au programme de conservation, quoi. Depuis 25 ans, grâce à l'action du Conservatoire botanique de Brest, plus de 60 espèces végétales ont pu être sauvées et pour certaines réintroduites dans leur milieu d'origine. Mais un sauvetage n'est jamais définitif. La survie de nombreuses plantes menacées d'extinction passe par la coordination des différents programmes de conservation à travers le monde et par un travail de sensibilisation auprès du grand public. Reste à faire passer ce message aux jardiniers en herbe. C'est le rôle assumé par les professionnels de la botanique. Chaque année, le château de la Roche-Guyon en Île-de-France se transforme le temps d'un week-end en jardin éphémère. Venus des 4 coins de la France, des pépiniéristes, collectionneurs pour la plupart, font partager à un public de plus en plus nombreux leur passion des plantes rares et oubliées. Pour Noémie Vialard, organisatrice de cette fête, le succès de ce genre de manifestation est le signe d'un renouveau. Au siècle dernier, au début du siècle, on était vraiment un des pays où on avait le plus de collections possibles de plantes. Et pendant 50 ans, il y a eu vraiment c'était terrible. On retrouvait les mêmes plantes dans les jardins. Il y avait eu complètement un oubli de tout le reste. Et heureusement, il y a une vingtaine d'années, il y a eu ce renouveau. Et heureusement, donc on remet de nouveau des plantes qu'on avait complètement oubliées. On les remet en culture pour qu'elles ne disparaissent pas. Un petit hosta, oui. Qui est sous la table. Ah non, c'est une séreinte, c'est une séreinte. Je l'ai planquée parce que j'en ai plus à vendre. Oui, c'est une séreinte major, c'est très beau. C'est très beau. C'est une plante annuelle mais qui se ressème toute seule en place. Et les gens sont très demandeurs, ont envie de découvrir de nouvelles choses. Je ne dirais pas qu'ils en ont marre des 35 plantes qu'ils trouvent généralement en jardinerie, mais c'est un petit peu ça. Ils ont envie quand même de personnaliser leur jardin et de trouver des plantes à leur goût. Le contact qu'il y a avec la plante, pour moi, c'est important. Parce qu'il y a un échange, il y a une symbiose. C'est vrai que les plantes, lorsqu'on les néglige, en général, on a peu de résultats. Alors que si on les bichonne, si on leur donne de l'attention, souvent on a des résultats. Et j'aime pas vendre une plante si je sens que la personne ne va pas le mettre dans de bonnes conditions. Je préfère lui dire non. C'est pour ça que je me dis aussi que je ne suis pas marchand de plantes. Je suis plus un pépiniériste collectionneur, donc, qu'un marchand de plantes. Combien de temps fleurit comme ça? Là, ça c'est une plante qui a 5 ans.
C'est-à-dire que la plante, elle a un cycle et avant que ça arrive à fleur, il faut qu'il y ait un certain volume foliaire. Ah oui, d'accord. Avant que ça puisse... Et ça a 5 ans déjà. Ça a 5 ans. On s'est aperçu effectivement qu'il y avait une passion pour les arbres, une passion de collectionneur, mais pour sauver une espèce, il faut diffuser. Et on ne peut diffuser une espèce qu'en faisant des aménagements, j'allais dire, à l'échelle d'un environnement. C'est-à-dire faire des bouquets, travailler dans des grands espaces. Voilà comment je conçois, j'allais dire, la sauvegarde d'une espèce. Ce n'est pas le zoo. C'est bon? D'accord. L'esprit collectionneur, si on ne l'avait pas, je crois qu'on ne pourrait pas aller au-devant des variétés qui sont classiques. Pour avoir un esprit de recherche et fouiner un petit peu partout dans les pépinières ou sur les catalogues, il faut avoir cet esprit de collection. Les fleurs sont un petit peu plus grosses, mais c'est surtout pour le fruit qu'il est cultivé. Et la couleur d'automne est pas mal aussi. Elle est dans les tons jaune-orange. J'ai des listings de plantes que je recherche. Je commence à en trouver dans des pépinières anglaises. Et, ce qui me ferait plaisir, c'est d'aller les chercher dans leur pays d'origine pour les plantes botaniques. Dans le nord-est de la Chine, par exemple, ou sur les hauts plateaux d'Amérique du Sud. Au niveau des pépiniéristes, maintenant, il y a depuis une dizaine d'années vraiment un courant de gens qui s'intéressent passionnément aux plantes menacées, aux plantes disparues, redécouvrir des variétés anciennes, remettre au goût du jour un peu toutes les plantes que les grands-mères avaient dans les jardins et justement les retrouver, les identifier et les proposer aux gens qui fréquentent les expositions, justement pour pouvoir perpétuer ces plantes. Tous ces pépiniéristes qui sont là ont vraiment un rôle de conservateur, chacun à leur façon, parce qu'en plus, chacun ayant une personnalité très différente, obligatoirement, leur choix de plantes est très différent. Et c'est passionnant. Les petits flocs, là, j'ai tout vendu. On n'a pas de chance. Nous travaillons notamment avec le Jardin botanique de Brest. Et de cette façon, nous mettons la plante en conservation, d'un côté, et d'autre part, nous la multiplions et nous essayons de la vulgariser pour l'introduire dans les jardins de particuliers. Parce que je pense que les jardins de particuliers seront les conservatoires du XXIe siècle. Ces hommes, ces femmes, amateurs, professionnels ou scientifiques, ont tous en commun un amour profond de la nature et la volonté de la préserver. C'est ce même instinct de conservation qu'on retrouve dans les couloirs du laboratoire de phanérogamy à Paris, dans les serres du Conservatoire botanique de Brest ou dans le jardin des pépiniéristes. En ce nouveau millénaire, le désir de protéger une plante et de la voir grandir est peut-être une façon inconsciente de se rassurer sur l'avenir de l'humanité.